Et ça y est, on y est, c'est le crunch, les gars. Eh, les Anglais, ils vont pas nous poser de clim, hein. C'est hors de question. Et pendant toute la durée du 6 Nations, Winamax devient notre sponsor pour les vidéos analyse de compos. Pour les nouveaux inscrits, t'as 10 € avec mon code PONEY10 à rentrer au moment où tu t'inscris. Et il y a également ton premier pari remboursé jusqu'à 100 € si jamais il est perdant. Attention les copains, les jeux d'argent, c'est strictement interdit aux mineurs, vous le savez. Les moins de 18 ans, c'est niette. Et pour les plus de 18 ans, faites attention aussi à vous. Les paris sportifs ne sont pas une alternative au travail. Ça permet pas de s'enrichir. Donc faites vraiment attention à vous. Jouez pour le plaisir, jouez des petites sommes. Ne jouez pas l'argent dont vous avez besoin, voilà, pour payer les factures, etc. Faites pas les cons. Si ça vous intéresse, vous avez toutes les infos en description. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai la cote que j'ai retenue pour ce match. Pour démarrer, ce que je trouve important, c'est de voir les conditions de victoire du 15 de France, puisque oui, l'objectif, c'est de gagner le tournoi du 6 Nations, bien évidemment. Et donc, il y a énormément de conditions de victoire. Là, vous voyez un tableau qui était plutôt pas mal. Donc là, c'est si la France met, donc par exemple, juste une victoire sans point de bonus, bon, on met 4 points. Si on met 4 points, eh bien, il y a de très fortes chances qu'on remporte le tournoi. Même si on fait match nul avec un point de bonus offensif, il y a de grandes chances qu'on gagne le tournoi. Alors après, il y a plus de chances qu'on gagne le match que faire un match nul avec bonus offensif, je vais pas te mentir. Mais bon, c'est important d'avoir toutes ces conditions de victoire. Bien évidemment, c'est la condition que je détesterais, c'est à savoir l'Irlande gagne contre l'Écosse et l'équipe de France perd. Et donc du coup, c'est l'Irlande qui est championne. Là, franchement, je trouverais ça honteux vu le tournoi des Irlandais. Par contre, si les Écossais gagnent, eh bien, ils mettraient énormément de pression aux Français qui devraient absolument gagner. L'avantage qu'on a, c'est qu'on joue en dernier, on joue le soir et on aura déjà l'info. Viewing party à suivre bien sûr à 15h entre l'Irlande et l'Écosse. Alors on va voir les faits notables de cette composition de l'équipe de France. Après on va comparer les deux compos et puis on va se poser des grosses questions sur qui, pourquoi, comment. Là le fait notable, donc pour le moment la première ligne ça ne change pas. Gros, Marchand, Aldeguerri, Flamand, Meafou, le choix de la deuxième paire de deuxième ligne. Cross, Mathieu, la première de Thémo Mathieu, le jeune Bordelais qui s'est épaissi depuis un an et qui a pris énormément de poids justement dans l'effectif bordelais. Un numéro 8 plutôt coureur, numéro 8 dynamique, numéro 8 aussi qui fait encore des erreurs. Hein. Il l'a dit, il l'a annoncé au niveau de la défense, qu'il doit s'épaissir sur plein d'aspects du jeu. Mais voilà, ça y est, on avait envie de le voir en ce début de 6 Nations. Pourquoi est-ce qu'on voit Thémo Mathieu ? Tout simplement parce que Jelon a eu une alerte à la fin du dernier entraînement aux ischios et qu'on attendait le résultat de Jégou sans aucun doute sur le fait qu'il allait être suspendu pour sa fourchette. Donc Jégou a pris 4 semaines. C'est con parce que c'est l'un des meilleurs Français sur ce 6 Nations, mais bon, à un moment donné, quand t'es un petit peu trop dans la nervosité, que tu respectes pas les choses basiques, de pas foutre ton doigt dans l'œil d'un mec dans un match de rugby, eh ben tu dégages et ça fait un peu chier pour le 15 de France. Cependant, ça fait plaisir pour voir Thémo Mathieu et Charles Olivon est numéro 8. Alors je sais que Charles Olivon était prévu en 8 et que Anthony Jelon était prévu en 7 et je pense sincèrement que Thémo Mathieu est passé en 7, mais juste parce que c'était une annonce au dernier moment et que les mecs n'ont pas voulu changer les slides. Je suis presque convaincu qu'on va avoir Mathieu 8 et Olivon 7, pas en termes de numéro, ça ils vont rester sur ce numéro-là, tant pis c'est fait, mais dans le jeu. Je peux me tromper, moi c'est mon feeling. Voilà, on verra ça. Et je trouve ça un peu plus logique. Après, en vrai, les deux profils sont plutôt offensifs, on y reviendra. Mais c'est assez intéressant. Dupont, l'orgueil du champion. Jalibert, top. Bielbiaré, Atisobé et Ramos, impeccable. Même si, on va voir cette bataille en l'air contre les Anglais qui aiment bien taper dans le ballon. Ils vont devoir élever le curseur, surtout élever la solidarité sur les deuxièmes ballons. Peut-être pas toujours claquer la balle dans notre camp, peut-être de temps en temps essayer de la capter, on verra. Et enfin, la paire de centre, c'était le suspense. Yoram Moefana et Pierre-Louis Barassi. Pourquoi ? Parce que Deporter est blessé. Fabien Bourboirie est blessé aussi. Ils ont voulu vérifier, mais il a bien une grosse luxation au doigt. Et donc, du coup, malheureusement, il n'était pas disponible pour le match. Donc, on retrouve la paire de centre qui avait gagné le dernier 6 Nations. Moefana, Barassi. Et puis, bon, il y avait tout ce débat sur Yoram Moefana. Il s'est complètement planté en Écosse, mais ça reste le meilleur Français du dernier 6 Nations qu'on a gagné. Calmons-nous un petit peu avec la forme du moment, tout ça. Il y a l'expérience. C'est le mec qui est installé en 12 en équipe de France. Il a répondu présent. Bien sûr que Fabien Bourboirie a fait des très bons matchs, mais pas d'enflammade. Yoram Moefana, je pense qu'il y a une piqûre de rappel. J'espère que physiquement ça va, bien évidemment. Et Pierre-Louis Barassi aussi fait une entrée assez cata, je trouve. Donc voilà, les deux. On a un souvenir, je sais pas pour moi. Moi j'ai une petite piqûre de rappel, l'essai de Delhi. Manque de communication entre les deux. Bon, j'espère que ils ont enchaîné des matchs ensemble. J'espère que ça va le faire, puisque le centre du terrain, c'est une zone extrêmement dangereuse. En face, c'est pas Tuipulotu et Hugh Jones, c'est Atkinson, Freeman. Freeman très fort sur les ailes. Y a rien à dire. En 13, je le trouve un
peu moins impressionnant au niveau international. Mais il va falloir que cette paire de centres elle soit très connectée. Et c'est l'une des interrogations du match pour moi. Le banc, Movaka, Neti, Bamba. Donc Bamba a saisi sa deuxième chance. En effet, il fait une très bonne rentrée. On va revenir sur ce poste de pilier droit un petit peu en détail juste après. Rodrigue Neti, pareil, moi à chaque fois que j'ai la compo, il est là, mais quand il rentre, il y a une telle différentielle avec JB Gros qui fait un signation de dingue aussi, donc ouais, j'aimerais plus pour Neti, mais sans que ce soit forcément nul. Hein. Peato Movaka, par contre, j'aimerais qu'on retrouve un peu Peat, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, ça c'est un gros match, il va nous falloir son expérience, parce que le banc manque beaucoup d'expérience à part lui et Serein, c'est un banc assez jeune, hein. Je trouve assez jeune... Et puis pas nécessairement des gros leaders quoi. Donc Peat, je sais pas si c'est un gros leader. Serein oui, mais est-ce que Serein c'est un gros leader dans cette équipe de France? Ça l'a été. Peut-être que ça l'est un petit peu moins, mais enfin quand t'es numéro 9, globalement t'es un gros leader. Puis les prestations parlent pour lui, donc je pense que voilà, là on a un gros leader. Encore faut-il qu'il soit sur le terrain, mais ça c'est un autre débat. Et Peato Movaka, par contre devant on a besoin de ces leaders là. On a besoin de ces leaders de jeu, leaders de gueule. Tout comme Julien Marchand qui doit à mon avis... montrer le Julien Marchand qu'on a vu depuis le début de la saison, qui est hyper fort avec Toulouse, qui est hyper dense dans les zones de combat, et qui, du coup, voilà, est passé, pas à côté, mais si, il est passé à côté du match contre l'Écosse, mais il passe pas à côté de son signation non plus, tu vois, mais voilà, j'aimerais encore plus. Après, peut-être qu'on a trop d'exigences avec cette équipe de France, j'en sais rien, mais on sent que ces mecs-là sont capables d'eux, donc on a envie forcément, pour eux et pour nous, hein, à un moment donné, on veut kiffer, voir des joueurs dominants, et Julien Marchand est ce joueur dominant que j'ai envie de voir. Movaka, pareil, c'est un joueur fantastique que j'ai envie de voir aussi. Et après, directement, moi, ce que je note, c'est que le banc est bizarre. Voilà, je vais être tout à fait honnête, le banc est bizarre. Donc là, on va parler forcément de Nouchi qui n'est pas là. Nouchi qui n'est pas là, si il y avait une autre composition de banc, et je vais y revenir, ça me dérangerait pas dans le sens où il y en a qui vont trouver ça injuste. Moi, je pense que ça reste un jeune joueur au niveau de l'équipe de France. C'est un joueur qui a été top avec Montpellier toute l'année. Mais c'est un joueur à qui le staff a donné des objectifs. Le problème, c'est que je crois qu'il fait quand même une bonne rentrée contre l'Italie, un bon match contre le Pays de Galles. Il fait une rentrée qui est pas si éclaboussante, je trouve, contre l'Irlande, qui est bien, hein. Et bien, il fait une rentrée cata contre l'Écosse. Et je crois que le staff avait envie un petit peu peut-être de le piquer ou de le bouger. En tout cas, il est seulement réserviste. Et au départ, il ne devait pas être réserviste si Jelon avait été là. Donc, c'est une information que je vous donne. Donc, ouais, non, je pense que le staff est... c'est un choix du staff, quoi. Donc, le staff a des exigences envers Nouchi. Et peut-être que c'est leur manière aussi de le manager. Après, on verra. L'avenir leur donnera raison ou tort. Mais je suis content de voir Thémo Mathieu, je suis content de voir Joshua Brennan, bien sûr, mais c'est vrai qu'un Nouchi, du coup, sur le banc, maintenant que t'as pas Jelon, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on a un Brennan qui a un hybride deuxième, troisième ligne, on a un Guillard, on peut l'appeler hybride deuxième, troisième ligne, parce qu'il peut faire 5 et 8, Uradou, c'est un pur 4, donc en fait, moi, ce que je comprends pas trop, c'est on n'a pas de troisième ligne de métier sur le banc, et du coup, ok, Flamand, il peut reculer, Cross, il nous sort pas un très gros match non plus contre l'Écosse. Charles Olivon nous sort pas un très gros match contre l'Écosse. Après, moi j'ai confiance, hein, c'est des putins de champions. À un moment donné, ils sont orgueilleux et ils savent que devant leur public, 120 ans du crunch, le Stade de France en feu, voilà, l'Angleterre, ils ont envie, à mon avis, de redorer le blason, quoi. Tu vois, ils ont envie aussi de dire bon, attendez les gars, on va le chercher, Destination. Donc j'ai confiance en eux, hein, bien évidemment, c'est des bêtes de champions. Mais je sais pas, du coup, cette composition avec full deuxième, troisième ligne, je la trouve un petit peu bancale. Maintenant, on verra, hein, peut-être que ça va aller. Joshua Brennan qui avait déjà joué avec l'équipe de France en Nouvelle-Zélande. Et ensuite, Baptiste Serein et l'utility back, ça va être Emilien Gaëton. Alors après, il y avait un choix, hein, c'est soit Gourg, soit Gaëton. Moi j'avoue que je préfère Gourg dans le sens où je pense que c'est l'avenir en termes de numéro 23 en équipe de France et du coup je pense qu'il faut le faire matcher un maximum de matchs pour lui donner de l'expérience. Maintenant si tu es très haut niveau, il n'y a aucune justice, tu vois, Emilien Gaëton mérite tout autant, il n'y a pas de mauvais choix comme j'aime le dire. Emilien Gaëton, Calvin Gourg c'est ok. Emilien Gaëton qui peut dépanner à l'aile et au centre et Calvin Gourg qui pouvait dépanner 10, 15, 12, 13, un peu moins à l'aile peut-être, donc c'est peut-être le choix se fait ici, donc pourquoi pas, ça ne me gêne absolument pas. Maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le détail, il va falloir qu'on compare un peu nos compositions. Et quand on compare les compos, bien évidemment, on peut se dire déjà que les Anglais, ils font n'importe quoi avec leur style, voilà, donc les avants sont là. Ils sont donc sur un banc en 6-2, ils ont mis 3, troisième ligne, pure troisième ligne, et eux, en fait, ils vont avoir un problème au niveau de la deuxième ligne, parce que, ok, ils ont fait monter
En troisième ligne, Chessum, qui est un monstre de joueur, qui est un top numéro 5. Donc peut-être qu'il va descendre à la place de Coles. Coles qui peut faire aussi troisième barre, il n'y a pas de problème. Mais du coup, Maro Itoje, il n'y a personne pour le remplacer. Alors s'ils font une paire Coles... Coach Chessum 4-5, c'est très épais, hein, mais je pense qu'il y a moyen un petit peu dans le combat d'aller les chercher là-dessus, surtout que Maro Itoje, extrêmement critiqué dans 6 nations, malheureusement, bon, il a perdu sa maman pour ceux qui ne savent pas récemment, donc du coup forcément ça affecte n'importe quel être humain sur cette planète, donc ça c'est sûr que ça va prendre en compte dans ses performances. Moi j'ai vu un Maro Itoje contre l'Italie vouloir absolument gratter, alors certes avec d'excellents grattages par moment, hein, ça a toujours été son talent, mais aussi en étant pas mal pénalisé et il ne fait pas le meilleur 6 nations de sa vie. Donc je pense que Maro Itoje est à cibler, puisqu'en plus ils n'ont pas de remplaçant. Donc à un moment donné, c'est des mecs à cibler, ça veut dire un petit peu à fatiguer, à déplacer. Cole, c'est un top joueur. Chessum, c'est un bête de joueur aussi. Guy Pepper, c'est un très bon jeune joueur à développer. Mais est-ce qu'il serait titulaire en France? Je suis pas sûr. Par contre, Benner, le gros porteur de balle, mais un peu tout seul. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis Chessum, pour avoir aussi un autre mec dominant. Je sais pas trop comment ils vont gérer ça. Moi, c'est comme ça que je le vois, parce qu'en gros, Benner, il est très fort, mais il lui demande tellement de tout faire que j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, il fait plus rien d'intéressant et il s'épuise et il se fatigue dans ce 15 de la rose. Un petit peu sans saveur ces derniers temps, on va pas se mentir. Le problème, c'est qu'une fois que je vous ai parlé de devant et des remplaçants devant, parce que derrière, c'est ok, on a le bon, la brute et le truand. Le bon Cunningham Source, qui est vraiment un top joueur, je trouve, mais qui a du mal à rentrer dans les matchs, le joueur d'Harlequins. Donc, il doit aussi encore prouver, sans doute un peu plus, mais je trouve que voilà, c'est un quoi qu'il est massif. La brute, à savoir Sam Underhill, et le truand Henry Pollock, qui rentre un peu dans le rang dans ce 6 nations. Alors, il ne faudrait pas que ça tombe sur nous, hein, forcément. C'est chiant. Mais ouais, je trouve qu'il rentre un petit peu dans le rang dans ce 6 nations, mais c'est normal, c'est un jeune joueur, on savait que ça passerait par des moments comme ça. Joueur avec une aura fantastique, hein, mais qui là est un peu plus besogneux, un peu plus discret sur ce 6 nations, tant mieux, pourvu que ça le reste, en tout cas au moins pour ce match. Pour l'équipe de France, et après une première ligne, bah écoute, Kowandiki, il a fait globalement un 6 nations nul. Rob et Davidson, c'est pas non plus des foudres de guerre, ça fait la maille, attention, mais c'est pas des foudres de guerre. Et de l'autre côté, bah, vous savez tout l'amour que je ne porte pas à Jamie George. Et Gaines, je le trouve surcoté, très bon joueur, mais surcoté, on en fait des caisses, à chaque fois il se fait pénaliser en mêlée. Je le trouve plus si impactant que ça dans le jeu. Donc voilà, il n'y a que Joe Ice que je trouve très bon. Alex Coach que je trouve très bon. Chessum que je trouve très bon. Ben Hall qui est très bon. Voilà, ça fait quand même du bon monde. Maintenant, si on s'intéresse à leurs 3 quarts et au match-up, bah, je trouve que Atkinson, c'est cool, hein. Mais bon, faut pas se foutre de notre gueule non plus. Alors, maintenant que je dis ça, il va sans doute sortir le match de sa vie. Mais je trouve que Freeman, au niveau international en 13, bah, je suis assez déçu de lui sur ce 6 nations. Mais donc Seb Atkinson Freeman, je trouve que c'est assez faible. Canan Murley, j'aime bien, mais il ne me fait pas peur. Tom Raybuck, la même feeling. Bon joueur, hein, pas de problème, bon joueur. Pas grand joueur, ça me fait pas peur. Elliot Daly à l'arrière, c'est un papa, ça fait des trucs propres, c'est cool d'être là. Il te réinvente pas non plus le rugby. Par contre, la charnière, je la trouve beaucoup plus sexy qu'un Mitchell Ford. Je trouve qu'elle est capable de faire beaucoup plus de choses. Un Finn Smith, très jeune joueur, hein, 23 ans, je crois, ou 24 ans, qui est vraiment pour moi l'avenir au poste de numéro 10. C'est capable, voilà, un peu un profil organisateur, bon en défense. Habile au jeu au pied, surtout aussi Ben Spencer, hein, le joueur de base qui est vraiment très fort. Je trouve que c'est un vrai bon numéro 9, potentiellement le meilleur numéro 9 anglais. Donc attention, va falloir être vigilant, gros jeu au pied. Mais de toute manière, je pense que pour jouer en Angleterre, les premiers tests, c'est ça, c'est tape dans le ballon, on voit ce que ça donne. Et sur le banc, ils ont Van Poortvliet que je trouve nul. Et puis en 23, vous avez Marcus Smith qui peut rentrer en 10, qui peut rentrer en 15, souvent utilisé en 15, et qui lui peut t'apporter un petit brin de folie, même un gros brin de folie en fin de match, et qui peut être très 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 dangereux. Je trouve que c'est une équipe qui globalement devant va te proposer beaucoup de combats et il va pas falloir se tromper. Sur les phases statiques, elle est très impressionnante aussi. C'est la meilleure mêlée du 6 nations. Et nous, pas vraiment la meilleure. Et en touche, ils ont de sérieux clients, surtout avec l'arrivée de Chessum en plus. Donc, ça va être très solide. Par contre, je les trouve très mid, très moyennasse au niveau des 3 quarts. Et c'est surtout une équipe qui s'est fait extrêmement pulvériser dès que ça a joué sur les extérieurs. Donc nous, avec notre système de jeu, à 2 organisateurs, on va dire 3 globalement, 3 têtes pensantes, 9, 10, 15, avec des Ramos qui vient en position 10 pour ensuite jouer sur les extérieurs de la cellule, pour ensuite jouer en offload sur
un Jalibert qui arrive avec sa vitesse pour craquer dans la zone entre le 13 et le 14, ça peut leur faire extrêmement mal. C'est comme ça que les Écossais les ont baladés, c'est comme ça qu'ils se sont fait globalement pas mal percer aussi, c'est sur leur zone 13-14 contre l'Italie. Donc ça va être intéressant d'aller les jouer là parce que ça correspond à peu près à une de nos forces. Si on résiste, si on tient on va dire le combat pur au sol et jusqu'à preuve du contraire, j'ai vu l'équipe de France résister contre tout le monde et être assez dominant défensivement ou offensivement quand elle avait la balle. Forcément, offensivement, c'est quand elle a la balle. Mais j'ai trouvé que voilà, c'était pas une équipe de France qui se faisait dominer par d'autres Golgoth, tu vois. Genre, des fois, on a vu une équipe de France souffrir contre l'Irlande, ou même contre l'Écosse. Hein. On souffre pas sur le combat. Hein. Sur le combat, on y est. Hein. C'est vraiment sur la vitesse de jeu et sur le déplacement et sur la circulation défensive où ils nous ont mis oxy. Je ne vois pas cette équipe d'Angleterre capable de créer le même jeu que ce qui nous a fait très mal contre les Écossais. Donc, j'ai un très bon feeling sur ce match. Seulement, bon, j'avais un très bon feeling aussi contre l'Écosse. Donc, humilité, on apprend un petit peu à se détendre. Mais c'est là qu'interviennent les profils comme Mathieu et Olivon en troisième ligne, où là, on a deux profils offensifs. Donc, des mecs beaucoup plus coureurs, beaucoup plus habiles avec le ballon aussi. Des mecs qui sont capables de faire ses offloads, de résister grâce à leur corps d'athlètes délicieux. Le mec s'enflamme. Mais vraiment à passer les bras et à mettre ses offloads dans cette zone, justement, 12-13, ou en tout cas dans la zone un peu plus extérieure où il y a beaucoup plus de break, tu vois. Et donc, je trouve que ces profils-là sont intelligents là-dedans. On rajoute un profil offensif en enlevant un profil beaucoup plus défensif comme Jelon. Forcément, quand t'habilles Jacques, tu déploies Jean. Donc, à voir si défensivement, on est toujours aussi tanké avec un Mathieu qui aura un très gros match à faire. Je pense que mentalement, ils se sont un peu habitués à perdre. Ils se sont un petit peu habitués à se faire dominer. Tu vois, là, le match contre l'Italie, il tombe en fin de match. Je pense que l'aspect mental, les Français doivent absolument leur mettre la tête sous l'eau le plus vite possible. Il faut que cette équipe de France, qui était très forte à chaque fois dans les premières mi-temps, marque dans les 5 premières minutes. C'est idéal, hein, mais je te dis, c'est en gros, il faut être létal. Il faut être létal. Il faut retrouver ça. Il faut avoir... j'espère que, pareil, mentalement, on va travailler parce que contre l'Écosse, on n'a rien eu. Hein. Il n'y a pas eu un rebond. Au contraire, dès que le ballon est dégueulé, tu peux mettre un gros tube sur Finn Russell. Il lève la balle, tu sais pas comment, sur Darcy Graham qui va marquer. Voilà. J'espère que s'il y a des cas de figure qui ne vont pas dans notre sens, les mecs vont savoir se recentrer en disant « Ok, on va pas s'enflammer. On va les défier axial, on va les dominer, on va les fatiguer. Faut penser à user aussi l'adversaire. Et si ça passe pas trop sur les extérieurs, si on sent que voilà le dieu du rugby n'est pas avec nous, resserrons-nous. On a plusieurs styles de jeu, on sait s'adapter. Et je crois énormément en cette équipe de France. Je sais de sources sûres qu'ils sont extrêmement revanchards, extrêmement déçus de ce qui s'est passé en Écosse, mais qui sont très concentrés pour ce match. Il y a une autre particularité aussi de cette équipe anglaise, c'est que c'est l'équipe qui se crée le plus d'occasions, donc d'expecting point, c'est-à-dire de points potentiellement marqués, c'est-à-dire qu'elle arrive à rentrer dans les 22 mètres, mais elle en ressort avec le moins de points. C'est l'équipe qui a le plus gros différentiel à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, contre l'Italie, ils auraient dû marquer à peu près 40 points. Ils en ont marqué 18. Contre l'Écosse, ils auraient dû en marquer 49. Ils en ont marqué 20. Contre l'Irlande, ils auraient dû en marquer 35. Ils en ont marqué 21. Il y a un gros différentiel. Mais c'est également une équipe qui, lorsque tu rentres dans ces 22 mètres, tu peux marquer plus de points que prévu. Alors, c'est arrivé contre l'Irlande notamment, c'est pas arrivé contre l'Écosse ni contre l'Italie, mais c'est une équipe qui est capable d'encaisser beaucoup plus de points sur des turnovers et qui est capable de mettre beaucoup de points sur les turnovers. Bien sûr, tu l'as, l'équipe de France. À titre de comparaison contre l'Écosse, tu vois, on a pris énormément de points par rapport aux expecting points attendus des Écossais. Et c'est parce qu'on s'est fait trouer des tonnes de fois en défense où ça ne doit jamais passer. Et à contrario, l'équipe de France est souvent au-dessus. Donc on s'attend à marquer 29 points. Bah non, on en met 40. Voilà, c'est vraiment l'équipe de France qui sanctionne ses adversaires. Et j'espère que ça sera le cas contre les Anglais, c'est évident. J'aimerais pas qu'ils retrouvent d'un coup leur létalité, les Anglais, juste contre nous. Non, c'est bon, il y en a marre. En tout cas, mon feeling, la première, c'est de me dire, il vaut mieux qu'on soit devant avant l'entrée du banc. Mais j'ai pas la science infuse. Dites-moi ce que vous en pensez, les copains. Voilà, j'ai hâte d'être à ce match. Il y aura peut-être une petite surprise sur ce match. Quoi qu'il, on le suivra en viewing party sur la chaîne de Rivenzi. Le match Écosse-Irlande sera à suivre aussi sur ma chaîne Twitch. Et dimanche, je diffuse la finale du REC, du Rugby Europe Championship. Donc soyez là nombreux, j'espère que ça va aller. La pression est en train de monter de mon côté, mais j'ai hâte d'y être franchement. Et allez, les bleus, quoi qu'il arrive. Hein. C'est avec ces mecs qu'on va faire le back-to-back, let's go. Alors on la cherchait cette coupe là, même si elle a brûlé.
Alors voici les 3 cotes que j'ai retenues pour ce match. Pour moi, il y a donc un match-up plutôt positif des Français sur les extérieurs. Donc pourquoi pas un Mathieu Jalibert, cote à 3, qui va donc intervenir dans la zone 13-14. Vraiment, on le voit revenir en deuxième animateur sur les extérieurs. Moi, je vois bien un Mathieu Jalibert percer, breaker. Pourquoi pas être finisseur. Donc cote à 3, ça voudrait dire que sur 3 matchs, il marque un essai. Je pense que c'est plutôt cohérent. Moi, je dirais que sur 2 matchs, il est capable de marquer un essai. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Donc le petit 5 balles, voilà, on va pas aller trop haut. Comme d'habitude, vous savez très bien que c'est le pari responsable surtout. Et pourquoi pas Antoine Dupont? Pourquoi pas Antoine Dupont, cote à 2,50. J'aurais même une petite cote à 3 pour Antoine Dupont qui marque pas beaucoup, qui a marqué qu'un seul essai dans 6 nations. Donc attention, là vraiment cote très modérée, je pense, sur Antoine Dupont. L'orgueil du champion. Et sinon, du côté des Anglais, pour moi, c'est Tommy Freeman. Tommy Freeman qui, même des fois, n'a pas envie de faire jouer ses coéquipiers, tellement il oublie qu'il y a des ailiers derrière lui. Mais qui est individuellement, techniquement, quand même un top joueur. Donc Tommy Freeman, attention, cote à 2,75 que je trouve assez intéressante. Donc voilà, les 3 cotes que j'ai repérées sur ce match. C'est des cotes marqueurs. Voilà, des fois on fait des cotes. Ça dépend. Là, c'est ça qui m'a séduit. Je sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi vos pronos dans les commentaires. Et en tout cas, allez les bleus, bien sûr. Allez!